Bonjour à toutes et à tous, je suis Laurent Dins, l'auteur de la saga fantasy Gaiala, que vous pouvez retrouver sur la plateforme Amazon, mais que vous pouvez également me commander sur TikTok, Facebook et Instagram en message privé. Je suis extrêmement content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Dans ce nouveau podcast autour de nous, nous allons aborder un sujet qui nous touche tous. Alors, oui, on dit que le silence est d'or, mais moi je n'ai pas besoin d'or, j'ai besoin d'ouvrir mon clapet. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter, ça aide à avoir de la visibilité, à pouvoir entretenir une discussion, un débat, même si vous n'êtes pas d'accord sur les podcasts que je vous propose, dites-le toujours, ça m'aidera à m'améliorer. On aime raconter l'histoire comme un récit révolu, comme une suite d'événements clos, rangés dans des manuels, figés dans des dates, alors qu'en réalité, elle fonctionne comme un mécanisme vivant, répétitif, presque automatique, qui change de décor mais jamais de logique. Et ce podcast n'est pas là pour rendre hommage à des figures du passé, mais pour utiliser ces figures comme des miroirs, comme des révélateurs, comme des preuves. Alors, on va parler de Jeanne d'Arc, mais on va également parler de Vercingétorix. Mais surtout, on va parler de pouvoir, d'argent, de lâcheté collective et de cette vérité inconfortable que l'on évite presque toujours. Les héros ne tombent jamais seuls, ils tombent parce qu'un système les broie et parce qu'un peuple, à un moment donné, accepte que cela arrive. Le pouvoir, quel que soit le siècle, ne gouverne pas par vertu. Oh non, il gouverne par nécessité de survie. Les rois d'hier, les présidents d'aujourd'hui, les élites de toujours ne cherchent pas à servir, mais à se maintenir, à durer, à protéger leur position, leur richesse, leur réseau. Et lorsqu'une crise éclate, lorsqu'un peuple vacille, lorsqu'un ordre menace de s'effondrer, le pouvoir ne se réforme pas. Il appelle des figures capables de canaliser la colère, de redonner de l'espoir, de rallumer une flamme qui, elle, est incapable d'entretenir lui-même. Jeanne surgit dans une France humiliée, fragmentée, à genoux. Vercingétorix apparaît dans une Gaule incapable de se penser et de se penser comme un tout. Dans les deux cas, le pouvoir institutionnel est faible, contestable et fragile. Alors il tolère, parfois encourage, parfois instrumentalise ces figures, non pas parce qu'il croit en elles, mais parce qu'elles sont utiles, temporairement utiles, dangereusement utiles. Mais cette utilité a une date de péremption, car très vite ces figures rappellent quelque chose que le pouvoir déteste entendre, sa dette. Jeanne rappelle que le trône n'est pas légitime par nature, qu'il a été conquis grâce à la foi populaire, au courage de soldats, à des sacrifices qu'un roi n'a jamais payés de sa personne. Vercingétorix lui rappelle que l'autorité peut naître du peuple lui-même, sans passer par des lignées, des titres ou des privilèges anciens. Et à partir de là, ils deviennent encombrants, c'est certain. Jeanne n'est pas brûlée parce qu'elle est hérétique. Elle est brûlée parce qu'elle est indépendante, parce qu'elle parle au peuple sans passer par les clercs, parce qu'elle parle aux soldats sans passer par les généraux, parce qu'elle parle au nom d'une autorité qui échappe totalement au contrôle politique. La laisser vivre, c'était accepter une remise en cause permanente du pouvoir. La sauver aurait coûté trop cher, non pas en argent, mais en légitimité. Alors le silence s'installe.
un silence stratégique, un silence rentable. Et le procès n'est qu'un habillage juridique destiné à transformer un abandon politique en condamnation morale acceptable. Avec Vercingétorix, la trahison est plus diffuse, plus collective, plus difficile à assumer parce qu'elle ne vient pas seulement d'en haut. Et non, les tribus gauloises veulent la liberté, mais refusent la discipline commune. Elles veulent résister, mais chacune à leur manière. Elles veulent un chef, mais sans renoncer à leurs intérêts locaux, à leur rivalité et à leurs petits privilèges. Vercingétorix demande l'unité. Le peuple lui offre la division. Et Rome comprend très vite que la victoire n'a pas besoin d'être totalement militarisée. Elle a seulement besoin d'exploiter cette fracture intérieure, cette incapacité chronique à penser le collectif avec l'individuel. Et si cela ne vous rappelle rien, eh bien, on continue. La reddition de Vercingétorix n'est pas une défaite héroïque, c'est l'aboutissement logique d'un échec politique collectif. Un peuple divisé finit toujours par livrer ses chefs, volontairement ou non. Alors oui, on va nous dire que tout cela appartient au passé, que les erreurs ont été comprises, que les institutions modernes nous protègent de ce genre de dérive. Mais c'est faux. C'est complètement faux. Ce qui a changé, en revanche, ce n'est pas la nature du pouvoir, c'est son langage. Hier, il parlait de droit divin, aujourd'hui, il parle de croissance, de stabilité, de responsabilité économique. Mais le moteur est intact. Se maintenir, accumuler, ne jamais redevenir redevable. Les dirigeants modernes aiment l'argent non pas parce qu'il permet de faire, mais pour ce qu'il garantit. L'impunité, la distance, la protection. Ils demandent des sacrifices au nom des crises permanentes, pendant que les mécanismes d'accumulation restent intouchables. Et comme hier, toute figure qui rappelle trop clairement cette hypocrisie devient dangereuse, disqualifiée, isolée, même neutralisée. Mais il serait bien trop simple de s'arrêter là, car le pouvoir ne pourrait rien sans une coopération silencieuse. Et oui, mesdames et messieurs, le peuple sait. Il voit, il comprend, et pourtant, trop souvent, il choisit la facilité. Il préfère la sécurité précaire à la lutte incertaine, l'indignation ponctuelle à l'engagement durable, le confort relatif à la solidarité exigeante. La trahison populaire n'est pas violente, elle est tiède, elle soupire, elle remet à deux mains. Pire encore, le peuple se trahit aussi entre lui-même. C'est fou, mais c'est vrai. Il se fragmente, il se soupçonne, il se hiérarchise. Les plus pauvres accusent ceux qui le sont encore davantage. Les précaires accusent ceux qui protestent. Les exploités reprennent le langage du pouvoir pour juger leurs semblables. Et pendant ce temps-là, les élites, elles, ne se divisent jamais sur l'essentiel, la conservation de leurs privilèges. Est-ce que c'est suffisant pour ouvrir les yeux ? Non, toujours pas. Parce que nous répétons au fil des siècles les mêmes bêtises. Un peuple qui se méfie de lui-même ne s'unit jamais. Et ça, Vercingétorix le savait. Un peuple qui se combat intérieurement n'organise aucune résistance durable. Et c'est précisément pour cela que les figures comme Jeanne et Vercingétorix finissent seules. Les suivre obligerait à rompre avec les habitudes, à prendre des risques, à renoncer aux petites sécurités individuelles. Et des figures comme ça, il y en a eu des centaines, voire des milliers au cours de notre existence, de Gaulois à Français.
Il y a pourtant des voix qui, à chaque époque, tentent d'alerter avant qu'il ne soit trop tard. Est-ce que vous avez deviné qui sont ces voix? Allez, je vous fais pas plus languir que cela. Ce sont les artistes, les écrivains, les poètes, les musiciens, les cinéastes, ceux qui mettent des mots, des images et des sons sur ce que le pouvoir maquille et ce que le peuple préfère ne pas regarder trop longtemps. Ils dénoncent, ils préviennent, ils montrent les mêmes mécanismes encore et encore. Et le peuple écoute. Mais, en vain, il finit par détourner les yeux. Il applaudit le courage artistique tant que cela ne l'oblige à rien. Il consomme la lucidité comme un produit culturel, une émotion passagère, puis retourne à sa routine, bien confortablement. Et puis il se fait écraser, encore et encore. L'artiste devient alors une figure tragique, admiré après coup, neutralisé par l'indifférence, caricaturé lorsqu'il insiste, disqualifié lorsqu'il refuse de se taire. Le pouvoir n'a même plus besoin de censurer frontalement, le peuple s'en charge très bien, par lassitude, par ironie, mais surtout par confort. Alors aujourd'hui, on ne brûle plus les corps, on brûle les réputations, on isole, on épuise, on fait comprendre qu'il est dangereux de trop rappeler les promesses, les injustices, la concentration de l'argent et du pouvoir. Le procédé est beaucoup plus propre, mais le résultat est identique. Alors il faut arrêter de croire que Jeanne et Vercingétorix sont des figures mortes. Ils sont des archétypes. Ils montrent que le pouvoir sacrifie toujours ceux qui le rendent redevable, que l'argent protège toujours ceux qui dominent, et que le peuple trahit souvent, par fatigue, ce qu'il prétend admirer. La question finale n'est donc ni symbolique ni historique, elle est politique, immédiate, personnelle. Elle mérite une réflexion profonde. Si aujourd'hui quelqu'un se levait, rappelait trop clairement les sacrifices exigés, l'argent concentré, la lâcheté collective, serions-nous capables de nous unir réellement, de protéger cette voie, d'assumer le conflit? Ou bien choisirions-nous encore la facilité, et donc, une fois de plus, la trahison? Et s'il y a bien une question qu'il faut se poser, c'est pourquoi ne sommes-nous pas prêts à nous battre en tant que peuple libre pour devenir libre et renverser les pouvoirs? Eh bien parce que la liberté collective coûte infiniment plus cher que la soumission individuelle et que les sociétés humaines, depuis toujours, sont construites pour éviter ce prix plutôt que pour l'assumer. Un peuple prêt à mourir pour rester libre est un peuple qui accepte 3 choses que la majorité refuse instinctivement. D'abord, et ça paraît évident, c'est la perte du confort immédiat. La domination moderne n'est plus fondée principalement sur la terreur, mais sur l'habitude. On ne tient plus les peuples par l'épée, mais par le chauffage, le salaire, l'accès aux soins, au crédit, à la normalité quotidienne. Mourir pour renverser le pouvoir, ce n'est pas seulement risquer sa vie, c'est accepter de perdre avant même la victoire, ce qui rend la vie supportable. Et la plupart des peuples préfèrent une vie amoindrie à une liberté incertaine. Ensuite, il y a la responsabilité totale. Renverser le pouvoir signifie ne plus pouvoir accuser personne. Plus de roi, plus de président, plus d'élite à haïr. Seulement nous. Être un peuple libre, c'est accepter que les erreurs soient collectives, que l'échec soit partagé, que la faute ne puisse plus être projetée vers le haut. Or, beaucoup préfèrent une domination injuste à une liberté exigeante, parce que la domination fournit un coupable permanent. Il y a aussi
la peur du vide, la peur de faire le premier pas. Le pouvoir, même oppressif, structure le réel. Il donne des règles, des repères, une illusion d'ordre. Le renverser, c'est accepter une phrase de chaos, d'instabilité, de conflit interne. Et l'histoire montre une chose brutale. Les peuples craignent plus le désordre que l'injustice. Ils tolèrent l'exploitation tant qu'elle est prévisible. La liberté, elle, elle est imprévisible justement. Mais il y a une raison plus profonde encore, presque tragique. Un peuple n'est pas prêt à mourir pour rester libre tant qu'il n'est pas uni. Et on en revient à Vercingétorix, qui a été trahi par le peuple. Et s'il n'est pas uni parce qu'on l'a habitué à se penser en individu concurrent plutôt qu'en corps collectif. On a remplacé le nous par le moi. On a appris aux gens à protéger leur petite survie plutôt que leur dignité commune. Et un peuple fragmenté ne se sacrifie jamais ensemble. Il attend toujours que l'autre commence. Enfin, il faut dire une vérité dérangeante. Alors asseyez-vous et accrochez-vous aux premiers trucs que vous voyez, je sais pas, les accoudoirs ou peut-être à vous-même. Mourir pour la liberté suppose de croire que cette liberté vaudra la peine d'être vécue par d'autres. Or, beaucoup n'y croient plus vraiment. Ils espèrent seulement améliorer leurs conditions personnelles à l'intérieur du système, pas le renverser. Ils veulent une place un peu moins basse dans la hiérarchie. Pas de disparition de la hiérarchie elle-même. C'est pour cela que les pouvoirs tiennent, parce qu'ils sont invincibles. Enfin, ça c'est ce qu'on vous laisse croire, parce qu'en réalité, ils ont compris une loi simple. Un peuple ne meurt pas pour la liberté tant qu'il peut encore survivre sans elle. L'histoire montre pourtant autre chose. Les peuples ne se soulèvent réellement que lorsqu'ils comprennent que la survie sans la liberté devient pire que le risque de mourir pour la reprendre. Et la grande question qu'il reste, et qui reste inconfortable, c'est: sommes-nous encore dans la phase du confort amputé? Ou déjà à l'orée du moment où vivre ainsi ne vous suffira plus? C'était Laurent Dins, l'auteur de la saga fantasy Gaiala, et j'ai été extrêmement heureux de vous présenter ce nouveau podcast. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite.